Matryoshka. Mesdemoiselles, je veux bien que vous restiez parce qu'on va recevoir maintenant, on va continuer à parler de l'entreprise et d'une différente façon. Comment l'entreprise s'adapte au monde de demain. Vous allez pouvoir aussi interagir maintenant avec Fabrice Bonifay, mais aussi Daniel Kaplan qui nous rejoignent. Merci beaucoup. Matryoshka. Alors Fabrice Bonifay, vous êtes président du Collège des directeurs du développement durable. C'est le C3D, c'est ça l'acronyme, directeur du développement durable et QSE, qui est qualité, sécurité, environnement, du groupe Bouygues. Vous êtes administrateur de The Shift Project et cofondateur du blog sur l'entreprise contributive. Et Daniel Kaplan, merci à vous d'être là. Vous êtes chercheur et entrepreneur, penseur et un acteur du numérique et de son développement économique et social. Vous avez cofondé à l'époque et dirigé la FING, Fondation Internet Nouvelle Génération, et vous avez récemment créé le réseau Université de la Pluralité pour lequel vous nous aidez sur différents sujets, mais là on va rester sur le sujet de l'entreprise, à décloisonner, à essayer d'ouvrir nos imaginaires pour sortir de nos modèles. Alors je me tourne vers vous pour commencer, Fabrice Bonifay. Merci aussi de vous prêter à l'exercice à la fois de présenter l'action que vous menez au sein des entreprises, mais aussi à l'exercice de ce dialogue avec les enjeux qui sont ceux des générations nouvelles face à ce défi réel environnemental. Vous êtes impliqué dans tous les engagements des entreprises en faveur de la transition écologique. Peut-être une réaction par rapport à la radicalité des propos portés par Camille, que vous avez entendu puisque vous étiez là dans la salle, et par rapport à ce que vous menez au sein de l'entreprise. Est-ce que vous avez l'impression qu'on peut s'entendre ? D'abord, je suis d'accord à 250% avec ce qu'a dit la dame, et je pense même qu'elle est en dessous de la vérité encore. Voilà, comme ça les choses sont claires. Et enfin, il y a plusieurs façons d'agir. On peut manifester tous les vendredis, comme Greta, et elle a sacré courage de le faire. Et puis ensuite, on peut essayer aussi d'agir dans l'entreprise. Donc dans l'entreprise, en essayant de faire évoluer les mentalités. Mais de toute façon, ce qui va se passer dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, soit on le subit, soit on le choisit. Mais il n'y a même plus de choix entre croissance et décroissance, en fait. Il n'y a plus de choix. Donc alors, on a dépassé depuis belle lurette déjà les limites planétaires. Et plus le temps va passer, plus la demande sera supérieure à l'offre. Donc on est dans la descente de la courbe de Gauss sur les ressources fossiles. Et quand on sait que 83% de l'énergie finale consommée sur la planète est d'origine fossile, eh bien, et que le PIB est directement corrélé à notre capacité à brûler du fossile, bon, il va falloir qu'on invente autre chose. Qu'on invente un nouveau modèle de société basé sur une prospérité sans croissance de flux physiques carbonés. Voilà. Donc ça, c'est pas une question, c'est pas un dogme politique, c'est pas... non, c'est une réalité physique. C'est de la physique. Voilà. Donc une fois qu'on a compris ça, comment... Posé, voilà, comment vous faites-vous, par exemple, parce que... Mais déjà, mais pourquoi je me suis permis de rappeler ça, parce que ici vous êtes tous convaincus, c'est que... C'est pas sûr, hein, parce que pour le coup, c'est un public large, donc c'est pas sûr que tout le monde soit convaincu. Mais le premier frein, pourquoi j'insiste là-dessus, c'est que le premier frein à l'action, c'est l'ignorance. L'ignorance de ce postulat-là. Parce qu'il y en a encore qui pensent que la croissance infinie dans un monde fini en ressources, c'est possible. Il y en a qui pensent que la croissance verte, c'est possible. Il y en a qui pensent que le découplage absolu est possible. Et c'est impossible physiquement. Et il faut 30 secondes pour raconter une connerie sur ces sujets. Il faut du temps pour expliquer que ce n'était pas une connerie. Donc, c'est important de... Comme toutes les fake news. Comment ? Comme toutes les fake news. Parce qu'on a parlé de ça dans la précédente table. Donc, l'ignorance, c'est le premier frein à l'action. Quand on prend le temps d'expliquer ça à quel moment, et chez Bouygues, on fait des fresques du climat, on fait venir Jean Covici. Voilà. Une fois qu'on a compris, on se dit, bon, merde, on voit bien qu'on ne va pas pouvoir continuer comme ça. Et alors, vous changez les modèles ? Voilà, donc après, c'est pour faire simple... Parce que donc il y a ce travail de culture dont parlait Flora aussi, voilà, oui. Le combat culturel qui est globalement plutôt gagné, on va dire, c'est-à-dire que globalement... Non, mais tout le monde est pour l'écologie, mais tout le monde est pour le progrès écologique et tout le monde est contre le changement.
Donc ça ne va pas le faire. Alors Donc comment il faut vous faites, rendre, vous? voilà, il faut rendre le futur désirable, et on n'a plus beaucoup de temps. Hein. C'est moins de 6 ans avant des premiers basculements importants. Il y a déjà beaucoup de stigmates quand même de notre mode de fonctionnement complètement hors sol. Donc si on veut continuer de payer les salaires, parce qu'il s'agit de ça en fait, hein, si on veut ne pas renoncer à un certain niveau de confort matériel, il faut qu'on mette en place une économie de la sobriété. C'est ça, sobriété, de frugalité. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Donc comment on arrive à maintenir ce niveau en gaspillant moins et en mettant en place des modèles économiques qui sont viables pour les entreprises. C'est mon job toute la journée. Et donc, on a établi une méthode qui s'appelle l'entreprise contributive, parce qu'il y a déjà des entreprises qui raisonnent comme ça. Pas beaucoup, hein. Il y en a quelques centaines dans le monde. Mais on s'est inspiré de ces entreprises pour mettre en place un modèle, une méthode qui nous permet de passer d'un modèle linéaire à un modèle permacirculaire basé sur la fonctionnalité. Et on le fait aussi chez Bouygues. Alors concrètement, un exemple. Chez Bouygues, ça paraît impossible de se dire qu'on arrive à bouger les choses. Voilà. Et qu'est-ce que vous faites? Comment on le fait? Le modèle constructif... Ça représente juste qu'on comprenne... Vous m'entendez pas? Si. Ah bon, parce que le modèle chez Bouygues, ça représente à peu près combien de collaborateurs? Ça représente combien d'activités? Voilà, juste pour qu'on sache de quel mouvement... Mais Bouygues, c'est une grande entreprise avec un capitalisme familial. C'est peut-être pour ça que c'est plus facile, je ne sais pas. C'est 38 milliards d'euros de chiffre d'affaires. On est dans plus de 100 pays. C'est 5 activités distinctes, hein, de la construction, les infrastructures, l'immobilier, les télécoms et les médias. Donc c'est ça le groupe Bouygues. Et donc on travaille donc, sur des nouveaux modèles qui sont aujourd'hui tout petits dans la nébuleuse du groupe Bouygues. Mais les grandes marches commencent par un premier pas, même s'il va falloir qu'on accélère la cadence. Donc dans les équipes RSE du groupe, on va voir les opérationnels, puis on leur dit, voilà, on parle des limites planétaires. Parce qu'aujourd'hui, quand on demande des plans d'affaires à des entreprises, ils parlent du marché. La main invisible du marché. Le marché a toujours raison. Comme si, finalement, quelles que soient les ressources dont on a besoin pour un business, elles étaient disponibles. Ben non, ces ressources ne sont plus disponibles. Et d'ailleurs, même si elles le sont encore pour certaines, il faut les laisser là où elles sont, notamment les ressources fossiles. Donc, comment on arrive à faire de la prospérité avec moins de ressources? Donc, on change tout. Donc, je vais vous donner un exemple. D'accord. Voilà. Donc, dans le modèle linéaire de la construction, c'est comme dans les autres industries, j'extrais des matières premières que je ne paye pas, je construis, j'utilise mon ouvrage et tôt ou tard, il est démoli. C'est ça le modèle constructif qui existe dans 99% des pays dans le monde. Alors, on s'est dit, on a rassemblé il y a 6 ans une cinquantaine d'ingénieurs. Puis on leur a dit, mais comment on fait un bâtiment net zéro, mais vraiment net zéro, pas une fake news, hein, vraiment net zéro. Puis on s'est dit, de toute façon, si on veut que ce soit vraiment net zéro, il faut que les matériaux durent forever, donc design forever. Donc il faut que ce soit démontable. Il faut que les matériaux, en fin d'une première vie, on puisse les réutiliser dans une deuxième vie, mais sans les recycler, en les réemployant. Comme les briques de Lego, quand on était petit, on pouvait faire tout un tas de choses avec les mêmes briques. Puis on s'est dit, donc faisons des bâtiments banques de matériaux. Et donc, on va pouvoir vendre l'ouvrage indépendamment des matériaux qui le constituent. Et ça, c'est très important parce que 80% de l'empreinte carbone d'un bâtiment, c'est l'énergie grise qui est nécessaire pour fabriquer les éléments constitutifs du bâtiment et les équipements. Ça, premier levier. Deuxième levier, très important, l'intensité d'usage. Ici, on est dans un bâtiment qui reflète vraiment ça. Les bâtiments, que ce soit des écoles, les sièges sociaux, et tout un tas d'autres bâtiments sont utilisés, tenez-vous bien, entre 15 et 25% du temps. C'est un non-sens absolu. Donc, ce qu'on propose maintenant à certains de nos clients, on leur dit, voilà, quand vous êtes là, ben vous avez bien sûr la jouissance de votre infrastructure. Mais quand vous n'êtes pas là, le soir, la nuit, les jours fériés, eh bien, acceptez que le dehors rentre dedans. Et on va vous garantir que, bien sûr, quand vous aurez de nouveau besoin de certains de ces espaces, eh bien, ils seront disponibles pour vous. Donc, on va faire transpirer l'asset. On va intensifier l'usage. Et si on intensifie l'usage, l'effet collatéral, c'est qu'on a besoin de moins construire. Ben, ça tombe bien, parce qu'il faut qu'on construise moins si on veut respecter l'accord de Paris. Et donc, ce que l'on ne gagnera plus en construction, on le gagnera en exploitation. Mais l'exploitation, c'est plus immatériel, c'est moins carboné. Et on va aller vers une économie qui est plus inclusive, parce qu'on va permettre à des gens qui n'ont pas accès à des infrastructures et accéder vraiment. Troisième levier, les bâtiments, et c'est nous qui l'avons inventé il y a 11 ans, vont devenir à énergie positive.
Le photovoltaïque, aujourd'hui, ça coûte plus très cher. Même si c'est polluant en fabrication, si on le laisse suffisamment longtemps, on rembourse la dette carbone de fabrication. Donc aujourd'hui, on sait faire, depuis 2011, des bâtiments qui produisent plus qu'ils consomment. Eh bien, c'est ça qu'il faut faire. Il faut généraliser ça le plus Mais vite ça, possible. par exemple, on le sait depuis 2011. Oui. J'entends. C'est juste pour répondre à cette urgence du temps que vous-même vous posiez Oui. en disant dans 6 ans, ce sera trop tard. Oui. On le sait depuis 2011, donc ça fait 11 ans. On le sait depuis 1972. Ah bah, Nous, on fait des bâtiments dépose depuis 2011. La question, c'est l'échelle, mine de rien, entre les initiatives, les différentes innovations et l'application de tout ça. Est-ce que vous avez l'impression que vous arrivez à dupliquer les modèles de façon à ce que... Attendez, une entreprise ne peut pas tout faire. Nous, hélas, on apporte... Nous, notre rôle, c'est d'apporter des solutions. Ouais. Il nous faut de la régulation forte. On n'a pas de régulation forte. Il faut que cette régulation s'applique à tout le monde. Parce que sinon, il y a distorsion de concurrence. Et le développement durable restera avec une certaine forme de concurrence, quoi qu'on fasse. Et donc, nous, ce qu'on appelle, c'est certainement pas une ESG avec du reporting extra-financier. Ça, c'est bullshit, je vous le dis tout de suite. Ça fait des années que je fais ça, ça ne sert à rien. Ce qu'il nous faut, c'est la comptabilité multicapitale. Comptabilité multicapitale. Il y a 3 capitaux à maintenir en vie si on veut rester en vie dans une entreprise et dans un pays. Outre l'humain, c'est d'abord, avant tout, le capital naturel. Le capital naturel, parce qu'on ne fera pas de social si, sur une planète étuve, on ne fera pas de social sur une planète invivable avec de la chaleur humide qui va arriver très rapidement dans certaines contrées. Donc, il faut absolument abaisser le plus vite possible de 6% par an nos émissions de gaz à effet de serre. Donc oui, il va falloir qu'on revoie notablement notre niveau de vie, et surtout nous, car c'est 10% les plus riches qui émettent 50% des émissions de gaz à effet de serre. Ce n'est pas les Sénégalais qui doivent revoir leur mode de vie, c'est nous. C'est nous. Avant toute chose, c'est nous. Donc, on doit mettre en place ce système comptable le plus vite possible. On utilise un système comptable depuis le XVe siècle qui ne maintient que le capital financier. C'est ça le péché originel. Alors que le business, tenez-vous bien, c'est des matières premières transformées avec de l'énergie, de l'intelligence humaine et des convertisseurs. S'il n'y a plus de matières premières, s'il y a moins d'énergie, il y a moins de business. C'est automatique, c'est mécanique. Ce n'est pas nous qui bossons, ce sont des machines qui sont alimentées avec de l'énergie. S'il y a moins d'énergie, il y a moins de richesse créée. Donc si on veut véritablement créer la richesse sans carbone, il faut aller vers des modèles d'ultra-sobriété. Et l'ultra-sobriété, ça ne peut être que la fonctionnalité et la circularité. Pour ensuite mettre en place des systèmes comptables qui imposent aux acteurs économiques de maintenir au coût de maintien le système naturel. J'utilise un arbre, je paye pour qu'un arbre soit planté et soit protégé pendant 40 ans. Si les entreprises payaient véritablement la dette écologique, elles feraient des profits beaucoup plus raisonnables. Et ça, on en est où de ça, justement? Mais moi, je ne suis pas Jésus-Christ. Je pousse à ça, j'ai écrit un livre. Il avait un rapport avec la dette écologique. Ce que je veux dire, qu'il n'y a pas de miracle. Chacun doit faire sa part. On est tous des colibris ici. Ouais. Et moi, j'ai écrit un livre avec Céline Puffard-Dizhuili. Je suis dans une grande entreprise et je tiens exactement le même discours partout. Et on essaye de convaincre les acteurs économiques, les politiques, mais aussi les influenceurs, les décideurs, qu'un nouveau modèle est possible, et ce n'est pas le retour au Moyen-Âge, et ce n'est pas les Amish, et ce n'est pas les privations, et ce n'est pas tout ça, non. Moi, je viens de la qualité. 5 à 25% du chiffre d'affaires des entreprises, c'est de la non-qualité et de la surqualité. Commençons déjà par réduire les gaspillages. Mettons en place des méthodes d'amélioration continue efficaces. Et rendons désirable cette sobriété, cette prospérité sans carbone. C'est possible. Mais ça, j'ai déjà beaucoup parlé. Je pourrais vous parler de comment on peut rendre désirable ça. Alors, on va revenir sur la question du désirable. Peut-être vous avez envie de réagir à ce que vous venez d'entendre de M. Bonifay. Je ne vois pas trop comment on pourrait parler de profit. Je ne sais pas si vous étiez déjà là, mais tout à l'heure, je disais qu'1 euro de PIB français en coûte plus de 6 à l'humanité. En fait, si les entreprises payaient vraiment leur dette écologique, elles ne feraient pas de profit, elles devraient payer pour produire. C'est pas la notion de profit, elle disparaît dans ce contexte-là. Donc je ne comprends pas trop comment est-ce qu'on peut concilier le fait qu'il y a une urgence à laquelle il faut répondre par une réduction drastique des émissions et continuer à dire que les activités de Bouygues sont légitimes dans leur entièreté. Est-ce qu'en fait on peut vraiment penser que
l'activité de Bouygues est nécessaire et bonne pour notre société et qu'elle peut nous aider à réduire les émissions, ben, je pense pas. Et je pense pas qu'on puisse parler de profit dans ce contexte-là. Enfin, si on prend en compte les désastres engendrés, alors on doit abandonner le profit entièrement. Ouais. Bon, alors, il y a le rêve et puis il y a un principe de réalité. Ça veut dire que ce dont parle, quand vous dites ça, ça veut dire quoi? Une entreprise qui gagne pas d'argent, c'est une entreprise qui disparaît. Donc c'est sûr que pour le meilleur bilan, Oui. le meilleur bilan carbone qui existe, c'est si t'es pas mort, avec la capote Nestor, t'es pas né, t'es pas mort, t'as pas d'empreinte. Ok, très bien. Mais une fois qu'on a dit ça, bon déjà c'est compliqué hein, notre histoire. Hein. Donc après, c'est normal qu'à son âge on soit radical. Si on l'est pas à son âge, on le sera jamais. Mais après, il y a des principes de réalité qui imposent que dans cette marche dont je parlais tout à l'heure, on peut passer du pire au moins pire, au mieux et au meilleur. C'est vrai qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Mais il faut avoir conscience un petit peu de ce que l'on peut faire, de ce que l'on doit faire et ce que l'on peut dire. Et moi, je pense qu'on peut rentrer, c'est ce qu'on écrit dans le livre avec Céline, dans l'ère des profits raisonnables. Et le fait de maintenir le capital naturel, forcément, ça va induire des investissements de la part des entreprises qu'elles ne font pas aujourd'hui, parce que polluer n'est pas pris en compte dans le compte de résultat. Plus vous polluez, plus vous gagnez d'argent aujourd'hui. C'est quand même un comble. Donc, ça me paraît nécessaire que dans tous les pays, aujourd'hui, le plus vite possible, cette fausse excuse que l'entrepreneuriat a donnée pendant très longtemps en disant « je crée des emplois », je paye des impôts, donc pour payer les infirmières, pour payer les médecins, les pompiers, l'armée. Donc c'est normal que je pollue un petit peu parce que c'est le variable d'ajustement du business. Voilà. Bon, mais ça, sauf que ça, c'est plus acceptable parce qu'on a tellement pollué et la planète n'a jamais renvoyé une seule facture parce que finalement, le PIB, c'est l'art de compter ce que l'on gagne sans jamais compter ce que l'on doit. Eh bien ça, c'est inacceptable aujourd'hui de continuer dans un modèle où on est sur des modèles écocides et prédateurs. Donc, il faut changer le système comptable le plus vite possible. Et on pourra démontrer qu'on peut maintenir les 3 capitaux qui ne se substituent pas. C'est-à-dire que là, on n'est pas comme dans tout à l'heure. Je fais du business, donc je peux polluer un petit peu. Non, ce sont des 3 capitaux qu'il faut maintenir au coût de maintien, mais sans substitualité. C'est ça qu'il faut mettre en place. Et on pourra se réconcilier avec une notion raisonnable du profit pour pouvoir investir et pour pouvoir aider aussi ceux qui ont besoin un petit peu de monter leur niveau de vie matériel, parce qu'on est quand même très très égoïste de dire, voilà, nous, pour réduire nos émissions, il faut que tout le monde se mette au régime en même temps sur certains types de dépenses, mais je pense que dans beaucoup de pays, ils ont besoin d'hôpitaux, ils ont besoin de routes, ils ont besoin d'accès à l'eau et d'accès à l'assainissement, et ça pollue un petit peu pour mettre en place ce type d'infrastructure. Un petit mot, Flora, de réaction et de conclusion, puisque vous devez nous laisser par rapport à ce que vous avez entendu de Fabrice Bonifay. Moi, je suis tout à fait alignée avec ce qu'a dit Fabrice Bonifay, que je qualifie, pas directement, mais ce genre de profil dans mon livre, d'introvateurs. Les introvateurs, c'est ce que j'appelle des personnalités qui ont une capacité de leadership, une capacité d'action dans leurs entreprises et qui ont en même temps une conscience écologique forte. Autant avec notre interlocuteur précédent, c'est bien le profil. Voilà, autant avec notre interlocuteur précédent, on pouvait dire qu'on n'était pas exactement alignés et que ces solutions n'étaient pas forcément les bonnes. Là, évidemment, vous vous battez avec ce que vous avez et vous n'avez pas les clés du monde, malheureusement pour nous, parce que moi je suis alignée sur la vision. Donc, forcément, c'est une personne qui fait ce qu'elle peut à sa place. Voilà. Donc depuis tout à l'heure, on a tendance un peu à opposer les rôles. Est-ce qu'il faut être le militant sur le terrain? Est-ce qu'il faut être le responsable dans une entreprise de ces sujets? Est-ce qu'il faut être... il faut être tout en fait. Là en fait, il faut que chacun d'entre nous prenne son courage et sa responsabilité à deux mains. Est-ce qu'il faut être, c'est qu'est-ce qu'on fait? Mais en fait, c'est qu'est-ce qu'on fait en fonction de ce qu'on est. Moi, je vais pas devenir la responsable qualité de Bouygues Télécom, mais à ma manière, je vais faire mes trucs. Et en fait, là, il y a du travail pour tout le monde. Et d'ailleurs, c'est assez réjouissant. Et c'est pour ça, j'en reviens à notre point de départ qui était est-ce qu'on peut parler
de manière positive de la transition écologique. Moi, ça donne du sens, et d'ailleurs, ça lie aussi avec le travail, qui est le sujet de la table ronde. Moi, ça donne du sens à mon action professionnelle quotidienne. Je sens que je suis dans l'action personnellement, et à la fois, je mets mes compétences à moi, qui me sont propres, au service de ce combat. Et je crois que c'est ce qu'on fait tous ici, et je pense que c'est ça l'objectif. Donc, l'enjeu, c'est certainement pas, et ça, c'est important, c'est certainement pas d'opposer qui fait quoi et qui fait bien. Moi, je reçois chaque semaine des messages de gens qui me reprochent de ne pas être une écolo parfaite. Alors, effectivement, je ne suis pas une écolo parfaite. Comme on le disait tout à l'heure, j'ai un iPhone dans la main. C'est des matériaux polluants, enfin voilà, à plein d'égards. Personne ne l'est, et donc l'enjeu, c'est d'arrêter d'être dans les mots. Si déjà on arrivait collectivement à ne pas être dans les mauvaises grilles de lecture sur les do's et les don'ts, les choses à faire et les choses à ne pas faire, alors on arriverait à se positionner dans ce que j'appelle régulièrement qui est les nouveaux pouvoirs de la transition écologique. On est très puissant. Quand la génération Greta est dans la rue, ils permettent au boss de Fabrice de comprendre peut-être un peu ce que Fabrice lui disait déjà depuis 10 ans. Toutes les graines qu'il a. Et tout ça est écosystémique. Et c'est que comme ça qu'on y arrivera. Merci beaucoup, Flora. Je vous libère. Merci à vous. Est-ce que vous voulez rester? Bravo. Et je vous conseille vivement son livre « Ma génération va changer le monde » qui est à la fois engagé mais surtout brillant. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez rester avec nous? Ou est-ce que vous voulez partir? Non, vous voulez rester avec nous. Daniel Kaplan, je me tourne vers vous. Merci, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Une réaction peut-être sur tout ce que vous entendez? Dans le débat précédent, je me situais assez carrément dans le camp de Camille. Et pour celles et ceux qui pensent que c'est triste, je vous invite à relire ou à lire, si vous n'en avez pas eu le bonheur, les feuillets d'hypnose de René Char. Et dedans, je ne sais pas le citer par cœur, hein, mais c'est des passages très courts. Il y a ce passage. Donc à ce moment-là, il est dans le maquis. Il risque sa vie, il perd des amis. Et il écrit à un moment, je ne devrais pas le dire, mais c'est le plus beau moment de ma vie. C'est-à-dire que la lutte, le combat, c'est pas nécessairement, même si c'est face à une situation extraordinairement grave, c'est pas nécessairement quelque chose de triste, et c'est aussi quelque chose dans quoi on apprend. C'est un travail, si on parle du travail. Qu'est-ce que Greta Thunberg a appris en un an où elle n'était pas à l'école? Des choses incroyables. Elle a appris à argumenter, elle a appris évidemment énormément de choses, non seulement sur le climat, mais sur la politique, sur l'économie, elle a appris à engueuler les puissants, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Ce que fait Camille, ce que font les Camilles. The Youth for Climate, pour ceux qui n'étaient pas là, puisque chez Youth for Climate, on s'appelle Camille. Imaginez de s'appeler toutes Camille, tous et toutes d'ailleurs, ce sont des constructions. Donc, ayant ça en tête, et une des choses sur lesquelles nous, on travaille dans le réseau Université de la Pluralité, dans lequel ce qui nous intéresse, nous, c'est l'exploration du rôle de l'imagination et des imaginaires pour explorer les transformations nécessaires et à venir. Une des choses dont on est convaincu aujourd'hui, c'est qu'il y a le contenu des récits, des images qu'on projette, mais que l'imagination, c'est une compétence, c'est une capacité. C'est une capacité qu'on sous-emploie, c'est une capacité qu'on sous-enseigne, c'est une capacité qu'on doit retrouver, parce que c'est celle qui nous permet d'être dans les combats qu'on va peut-être perdre, on va en perdre beaucoup, mais quand on est dans les combats, on est dans une action, on est dans une espérance, on est dans une construction, et donc il se passe quelque chose d'humain d'extraordinairement profond. Je pense que ce n'est pas facile tous les jours dans votre boîte, mais il n'empêche que je pense qu'en même temps, vous vous levez le matin plutôt énergisé, et ça doit être vrai de Camille aussi. Mais ça a l'air d'être une nature en même temps, ce côté énergisé mais quand même. C'est aussi parce que l'un comme l'autre, vous êtes habité par quelque chose. Et déjà, si ceci était possible et était plus largement disponible quelque part, il se passerait quelque chose d'absolument fondamental. Alors après, on reviendra peut-être sur la question profit, etc. Mais
pourquoi je suis résolument du côté de Camille dans cette histoire, c'est parce que... Mais on avait dit qu'on était dans un dialogue intergénérationnel, donc il n'y a pas de camp. Je ne suis pas d'accord. Je vais le dire quand même. D'autant qu'on regarde tous dans la même direction, chacun avec ses outils. Et ce n'est pas celui de sa génération, c'est de ce qu'elle disait, de ce qu'elle affirmait. Le problème, c'est, je ne vais pas dire que j'ai son âge, j'ai pas son âge, donc c'est pas. Ça pas se voit. Voilà. Merci, c'est gentil. Mais en effet, ça devait se voir. C'est pas la question. C'est quand elle nous dit, quand elle nous donne ce chiffre-là, il y a celui-là où il y en a. Quand on dit 11 tonnes, 2 tonnes. 11 tonnes, 2 tonnes, vous faites tous les réglages techniques que vous voulez, vous ne passez pas de 11 tonnes à 2 tonnes. Vous parlez d'un autre monde. Et donc, ce qu'on va chercher, au fond, en passant par les imaginaires, c'est comment est-ce qu'on peut commencer à raconter cet autre monde. Et la première difficulté, et là je pense que Camille tombe dedans quand même aussi, c'est de se donner la possibilité de changer de référentiel. Quand on dit décroissance, on se positionne par rapport à la croissance. On se positionne par rapport à un référentiel en disant on va le quitter, mais en ayant du mal, et on a tous du mal. En fait, aussi, vous voulez dire que le repère nous contraint. Le repère nous contraint, même quand on le critique. Et bien sûr, il faut le critiquer. Mais quand on dit juste on décroît, ça veut dire que le point de mesure, c'est celui de la croissance. Alors, quelle alternative quand on n'a pas de repère ? Ce qu'on va chercher dans la fiction, et c'est difficile, parce qu'en fait, on ne le trouve pas si facilement. Donc, comme le sujet, c'était le travail, j'avais plutôt été chercher là, mais on va ouvrir sur d'autres champs après, mais en effet, là, on reste sur le sujet du travail. Tout à fait. Quand on va chercher, dans un premier temps, dans la fiction, au fond, on retrouve un peu ces deux manières de voir. Ce qu'on ne trouve pas dans la fiction, ou en tout cas que je n'ai pas trouvé plutôt. Ça ne veut pas dire qu'on ne le trouve pas du tout, c'est que je ne l'ai pas trouvé. Dans les références que j'ai moi, c'est l'idée d'un travail qui soit à la fois heureux, plein de sens, produisant des impacts très positifs, se déroulant dans des grandes organisations. Parce que ce que vous dites, c'est que les modèles qu'on peut trouver dans la fiction sont ceux qui nous permettent aussi de traduire si vous voulez dans changer certaines de cadre, formes il faut de faire modèles un acte d'action. d'imagination à un moment. Sinon, si vous appliquez, je viens aussi de la prospective, si vous appliquez les méthodes de la prospective habituelles en disant on va regarder des tendances, on va appliquer on va regarder des techniques, on va appliquer des équations, etc., vous restez dans un cadre institutionnel, un cadre philosophique, un cadre ontologique qui ne bouge pas. Le cadre 11 tonnes, 2 tonnes, c'est un cadre dans lequel tous nos repères vont bouger. Tous nos repères de ce qui constitue un mode de vie, ce que constitue une qualité de vie, ce que constitue une organisation, ce que constitue une institution. Cornelius Castoriadis disait qu'une société était un mélange entre des constructions très concrètes institutionnelles et des constructions symboliques et un imaginaire. Nous parlons d'une autre société qu'on ne sait pas encore décrire, et pour ça, effectivement, il y a besoin d'actes d'imagination. Donc nous, le pari qu'on fait, c'est qu'on va les faire produire, ces actes d'imagination. On fait écrire. Comment On fait écrire. Qui des gens dans des entreprises, par exemple. On a aujourd'hui... Là, j'avais amené des petites fiches comme ça, mais c'était un travail qu'on avait fait sur le travail, où on essayait de faire écrire des gens dans des entreprises, dans des syndicats, dans des organisations nouvelles, comme des associations d'indépendants, etc., pour essayer d'imaginer... Des jeunes aussi Aussi, il y a tous les âges dedans. Aujourd'hui, on va faire des choses avec des étudiants. On est une petite organisation, donc on fait avec les gens qui ont envie de faire. Mais on fait écrire, et on fait écrire avec l'aide d'artistes, c'est-à-dire on fait écrire avec des contraintes, parce que la contrainte narrative fait rentrer, c'est pour ça que je vous disais qu'on ne trouvait pas ces formes de travail dans les grandes organisations. La contrainte narrative vous oblige à une forme de cohérence. Vous l'avez tous vécu, et toutes, quand vous êtes devant une histoire et à un moment il y a un truc qui ne tient pas dans le scénario, c'est physique. Ça ne va pas, il y a une contradiction. Ça jure, et vous le sentez physiquement. Et donc on est des animaux qui savons construire des histoires et qui savons qu'il y a visiblement, en tout cas, ou qui sentons qu'il y a visiblement une incohérence narrative entre l'idée grande organisation
ou grand système complexe de petites organisations, c'est la même chose, et un travail heureux, plein de sens, et avec des impacts positifs. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc il va falloir inventer autre chose à terme. Ce n'est pas pour ça que les efforts qui sont menés par Fabrice sont inutiles. C'est sur le chemin, il y a ça, et il y a la contestation radicale portée par Camille. Parce que vraisemblablement, et ce qu'on commence à trouver dans les histoires, je vous ai pris quelques-unes des figures qu'on voit arriver dans les histoires, ce qu'on commence à trouver dans des histoires... Dans les histoires qu'on voit quoi? Dans les narrations, dans les scénarios, dans ce qui les histoires que produisent les gens qu'on a, que vous avez fait travailler sur un projet qui s'appelait Work Plus sur le travail, sur un projet qui existe aujourd'hui, qui mobilise une bonne cinquantaine de petites et grandes entreprises, qui s'appelle l'entreprise qui vient. C'est des formules un peu différentes qui sortent justement de l'opposition. On en sort par la techno, on en sort par le dé quelque chose, même si à la fin on est dans des métabolismes qui sont très nettement inférieurs à ceux d'aujourd'hui. C'est la question de savoir par exemple qu'est-ce qui sort, quelles sont des activités qui sortent de la sphère marchande. Il y a sans doute des activités qui sont essentielles, mais qui doivent être démarchandisées, alors que la tendance est plutôt à l'inverse aujourd'hui. Par exemple, on le trouve assez fortement dans nos histoires autour des questions de solidarité, d'attention ou de choses comme ça. Démarchandisées, peut-être déprofessionnalisées. Il y a des choses que vraisemblablement il faudra arrêter, ou qui s'arrêteront toutes seules d'ailleurs. C'est pas moi qui travaille là-dessus, mais il y a plusieurs groupes qui travaillent aujourd'hui avec les stations de ski de moyenne montagne. Et en tout cas, la question d'arrêter les canons à neige, oui, ça fait partie du sujet. Mais qu'est-ce que c'est du coup que ces endroits entièrement artificialisés, que deviennent-ils? Comment peut-on les réimaginer? Comment les gens qui habitent là, qui en vivent, peuvent essayer de les réimaginer? Oui, parce qu'en fait, le sujet de l'imaginaire, et on va poursuivre sur le sujet un petit peu plus longuement ensemble en faisant intervenir nos prochains invités, c'est de se dire qu'à partir du moment où on change de modèle, on sait ce qu'on arrête, mais qu'est-ce qu'on dessine? Et ça, c'est difficile. Et le but n'est pas, quand je parlais d'une compétence... Sauf si on s'inscrit dans une continuité, mais c'est ce que vous ne voulez pas, la continuité. Donc c'est trouver mais le but n'est pas, par contre, de dire... Ok, mais alors, en fait, on va vous donner le récit à consommer, vous n'avez plus qu'à adhérer. Ce qui me passionne dans ce que font les Camilles, c'est l'engagement, c'est le fait qu'elles vont l'écrire, elles vont les écrire, elles vont même pas forcément être d'accord sur le monde. Et en fait, c'est pour ça que qu'on s'appelle l'université de la pluralité. Hein, c'est qu'on pense que la question n'est pas de trouver le bon récit auquel on va tous et toutes adhérer. On a essayé ça plusieurs fois au XXe siècle, ça s'est moyennement passé. C'est plutôt d'être en capacité, à plusieurs, de construire des récits qui commencent à fonctionner et de déplacer le débat public autour de ces récits. Je vous prends un dernier exemple qui peut être quelque chose d'intéressant. Si vous dites aux gens, baissez vos niveaux de vie, c'est sûr que tel que dans les références actuelles, c'est pas facile à vendre. Si vous dites aux gens, en fait, il faut changer de rythme, il faut baisser les rythmes, vous trouvez plus de gens que vous convainquez. Et il y a des histoires très intéressantes autour de la baisse de rythme. Je pense à un bouquin, je termine par ça, ça s'appelle New York 2140, qui imagine New York recouverte, en partie recouverte par la mer. Alors, c'est 2140, 15 mètres de montée des mers, c'est pas vraiment comme ça va monter de 15 mètres, mais c'est pas grave, c'est un travail de fiction. Avec plein de choses très intéressantes. C'est en même temps, du coup, c'est devenu une Venise, il y a de la spéculation immobilière parce que c'est trop cool et tout ça. Mais en même temps, vous avez des formes de déplacement en bateau ou des gens qui vivent dans des dirigeables. Donc du coup, on se déplace un peu comme on flotte. On se déplace surtout très lentement et on fait plein de choses dans ce déplacement. On vit dans le déplacement. On retrouve des formes nomades qui ne sont pas celles du nomade d'aujourd'hui, qui va à toute vitesse en avion d'un endroit international à un endroit international. Ça, c'est pas le nomade. Je ne sais pas ce que c'est d'ailleurs, mais on retrouve des formes nomades. Donc, et quand on lit quelque chose comme ça, je ne sais pas s'il a raison ou pas. On s'en fout d'ailleurs de savoir s'il a raison ou pas. Ce qui est intéressant, c'est de dire, ça c'est quelque chose d'intéressant. C'est pas que moins, c'est quelque chose d'autre qui s'est cherché. Et je pense qu'il y a vraiment matière à utiliser des formes de ce type-là pour justement aider les gens, chacun et chacune d'entre nous,
à imaginer ces autres choses et ensuite à se mettre en route pour essayer d'en faire advenir quelques-unes. Bah, écoutez, merci infiniment en tous les cas pour ces échanges. On va s'arrêter sur ce temps de réflexion sur la valeur du travail avec cette vision un peu kaléidoscope qu'on a abordée jusqu'à maintenant. Et on va poursuivre nos échanges un petit peu dans la lignée, vous pouvez rester si vous le souhaitez, dans la lignée, Daniel Kaplan, de ce que vous avez commencé à engager dans la réflexion sur, parmi ces valeurs qui comptent de demain, qu'est-ce qui va compter demain? On a parlé de la valeur de la donnée, là on vient de parler de la valeur du travail, comment on fait pour conjuguer travail et enjeu environnemental. Et bien maintenant, on va aborder la question de la valeur de l'imaginaire. Matrioshka.